Bonjour à tous, bienvenue à notre Bonjour. second webinaire organisé par Anthrope et nous accueillons aujourd'hui Christophe qui va se présenter dans quelques instants. Second volet de notre série de webinaires sur l'IA et l'humain dans les organisations. Quels sont les enjeux de prise de décision, d'éthique, d'organisation du travail qui se posent. Et donc, pour ce deuxième volet, nous allons parler spécifiquement du sujet de la responsabilité des décisions et de la supervision des outils IA que l'on déploie maintenant progressivement dans les entreprises. Voilà. Et comme d'habitude, avant de passer la parole à Christophe, je vous invite à scanner le petit QR code qui est en bas à droite sur cet écran. Vous pouvez bien sûr le retrouver, dans les commentaires sur la page LinkedIn, sur l'écran de diffusion. Et puis, vous l'aurez en haut à droite les premières minutes. Donc, n'hésitez pas à répondre. 3 questions, c'est très, très simple. Questions flash et des réponses qui sont, comme d'habitude, anonymes. Voilà. Eh bien, écoute, Christophe, je suis ravi de te voir Moi aujourd'hui. aussi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à Bonjour. tous et toutes. Et avant de te passer la parole, donc on va, lorsqu'on a réfléchi en fait à la préparation de ce webinaire, avec Christophe, on s'est posé la question, mais quels sont au-delà des sujets techniques, et vous l'avez bien compris, ces webinaires Anthrope ne parlent pas du technique, mais parlent de tout ce qu'il y a autour, en fait, de l'essentiel, de l'intégration des outils, comment les organisations repensent le travail autour de ces outils et l'interaction entre la machine et les humains, les collaborateurs et les collaboratrices. On s'est dit qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est de reprendre un peu de hauteur et de parler dans un premier temps quels sont les grands enjeux associés aux différents usages de l'IA. Et c'est le premier sujet sur lequel on voulait échanger avec vous, notamment en fonction du niveau d'intégration de l'IA dans l'organisation, quelles sont les questions qui vont se poser sur tout un ensemble de domaines. Puis, dans un second temps, nous allons aborder le sujet de ce qu'on appelle le Human in the Loop, qui est un peu aujourd'hui la stratégie adoptée, en tout cas en façade, par beaucoup d'organisations, à savoir mettre de l'humain dans des décisions automatisées. Et on va voir en fait quelles questions ça appelle et dans quelle mesure c'est faisable et dans quelle mesure c'est pertinent. Et puis on ouvrira bien sûr la fin de notre webinaire sur la suite et notamment Christophe partagera avec nous quelques orientations, notamment des réflexions sur les indicateurs à déployer, en tout cas à imaginer pour justement qualifier ces sujets de supervision et de prise de décision entre l'humain et la machine. Alors Christophe, dis-nous, qui es-tu? Donne-nous un peu de contexte avant de rentrer dans le sujet. Donc moi je travaille, j'ai plusieurs casquettes, mais c'est celle pour laquelle on partage ce moment ensemble, c'est celle de mon implication dans une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui s'appelle #le plus important, où on travaille beaucoup sur les enjeux de la transition numérique inclusive. Mhm. Ça veut dire qu'on a et on fait collaborer en fait de la recherche, de la puissance publique, avec le fait qu'on aide aussi, par exemple, on a aidé à faire passer le projet de loi et qui a été acté sur les travailleurs des plateformes, qui depuis a fait l'objet d'un suivi particulier, puisqu'ils étaient ni complètement indépendants, ni complètement CDI, pardon, ni complètement salariés. Mais on travaille aussi du coup sur les enjeux d'éducation au travers les open badges pour avoir un certain nombre de compétences numériques et faire valoir des compétences inclusives. À côté de ça, on a tout le sujet sur la gouvernance des plateformes. Au titre de #le plus important, je suis aussi coprésident d'un réseau mondial de recherche sur la désinformation et la manière de gérer la gouvernance des plateformes. Et puis là, on travaille beaucoup sur tous les sujets des IA relationnelles et sociales. C'est un peu la suite de ce dont on va parler aujourd'hui et notamment aussi de comment on réfléchit à ce que vont devenir les neurodroits, c'est-à-dire le fait que dans un monde digital et finalement assez invasif, il va y avoir aussi des enjeux de quelles seront les évolutions du droit ou de la réglementation pour tout un chacun et chacune sur
son autonomie cognitive et son autonomie, son intimité digitale. Donc, si je comprends bien, Christophe, à travers le plus important, vous adressez l'IA n'est qu'un des sujets parmi Ça, c'est d'autres. le numérique absolument. Alors l'IA est évidemment très, très important, hein, mais Mhm. puisque c'est une transformation, une révolution qui touche à tous les sujets, mais c'est le numérique inclusif au sens large. Et ça a démarré avec quand même une composante par les plateformes. Les IA sont généralement aussi des plateformes qui est importante. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai découvert l'action de Christophe notamment via un petit déjeuner que tu avais organisé par l'Institut de sociodynamique. On avait parlé management et IA. Moi, ton intervention m'avait fait beaucoup réagir et j'avais aussi apprécié le fait, et c'est l'objectif aussi de notre webinaire, c'est que tu apportes ton regard, toi, notamment avec les échanges que tu peux avoir avec des organisations, mais aussi des entreprises avec lesquelles toi, tu as interagi dans le cadre du plus important, sur les questions qu'elles se posent, sur les sujets d'éthique et notamment décision et supervision. Donc, Allons-y. allons-y, let's go. Alors, pour commencer, on vous propose de débriefer la première question de notre questionnaire Flash. Si vous n'y avez pas encore répondu, vous avez toujours le QR code que je vais laisser apparaître en haut à droite de la page. Et c'est parti. Alors, à la question que nous vous posions, qui était, sauriez-vous expliquer de façon claire quand la décision doit être humaine ou automatisée? Puisque finalement, c'est un peu un des sujets clés de notre échange aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on retient? Alors, on n'a pas eu encore beaucoup de personnes qui ont le temps de répondre. Ce qu'on retient, c'est quand même, on a des réponses qui sont quand même assez étalées entre pas du tout ou plutôt tout à fait. Quelle est ta réaction là, Christophe, à chaud là, sur ces premiers résultats? Je ne suis pas surpris puisque c'est effectivement une question qui est toujours en débat. Les uns considèrent que c'est très facile de d'automatiser une tâche et Oui, généralement viennent par le sujet de on décompose l'activité de travail en tâches et ensuite on automatise par tâche. Euh, c'est un débat qui existe depuis longtemps pour se dire que malheureusement c'est trop succinct comme réponse. oui, Et tous ceux qui pensent que c'est trop succinct ont tendance à dire que c'est finalement pas si clair que ça et pas si simple que ça de savoir quand est-ce qu'il faut automatiser. d'accord. Donc en fait, ça pose vraiment aussi la question de est-ce que l'IA remplace, on va dire, un job ou est-ce que l'IA remplace une activité, en tout cas, ou des tâches spécifiques et où est-ce qu'on place le curseur? C'est un peu ça. C'est comme ça que la tech américaine qui s'est beaucoup Oui, développée sur l'IA a posé le problème. Et nous, chez Hashtag le plus important, on considère que poser le problème comme ça il en arrive fait un. invariablement à une mauvaise réponse. Donc, Mhm. on est plutôt à se dire, c'est quoi le problème qu'on cherche à C'est résoudre ça. avec l'IA? Et c'est en partie comme ça qu'on va en parler ce matin. Super. Merci. Je vois que les réponses continuent un peu. Alors, du coup, on Génial. va attaquer la première partie. Quels sont les enjeux associés aux différents usages de l'IA? Je te passe la main. C'est là, en Ouais. fait, typiquement, où on va apprendre le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est face, tout le monde dit, à des mondes complexes, à des mondes ambigus, à des mondes qui changent très vite. Et nous, on considère que un des grands bénéfices potentiels de l'IA, c'est de maintenir la capacité des humains ou des organisations humaines à, euh, à affronter la complexité et l'évolution constante à laquelle nous faisons face. Mais en même temps, on n'est pas dans des scénarios à la Terminator. Si on considère que les humains conservent le libre arbitre et la décision, ça veut dire qu'ils conservent la responsabilité de comment utiliser l'IA. Mhm. Et c'est vrai que là aussi, à côté de, si on démystifie un petit peu le sujet de est-ce qu'il faut regarder IA versus travail humain, il y a un autre sujet qu'il faut démystifier, c'est malheureusement avoir choisi le sujet d'appeler ça de l'intelligence artificielle fait qu'on a tendance
à transformer ça comme si c'était une personne, alors que c'est un système de calcul. Et donc, ça veut dire qu'on ne doit pas dédier, ce n'est pas l'IA qui fait, c'est des gens qui font en utilisant l'IA. Oui, complètement. Ça marche. Ce qui pose effectivement la question de cette zone de recouvrement, est-ce qu'on la maximise, est-ce qu'on la minimise? En tout cas, qu'est-ce qu'on en fait à ce stade? Okay. Tout à fait, absolument. Et donc, du coup, un petit rappel, parce qu'en fait, ça va être important, je pense, ça paraît évident peut-être pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais pour quel besoin utiliser l'IA générative? Et comme tu le disais, on voulait rappeler simplement ces éléments parce que l'IA est là pour résoudre un problème. Et alors qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'organisations en fait prennent un outil IA et essaient de le pousser un peu de le mettre au chausse-pied dans leur organisation. Donc on voulait passer une minute à rappeler pourquoi ça peut être utile l'IA générative au-delà de l'effet waouh ou de la hype. J'étais encore en début de matinée et hier sur 2 groupes médias différents où on voit bien que l'IA est utilisée de manière exploratoire encore à bien des titres pour tester des choses. On parle de vibe coding quand on utilise certaines IA pour essayer d'automatiser ou de transformer des logiciels qui sont achetés pour en faire des logiciels internes à l'entreprise pour se faire une économie d'une licence logicielle. Et c'est vrai que nous, on essaye d'aider en se disant, mais dans quel cadre? C'est quoi les irritants? C'est quoi ce que vous essayez de résoudre? Un des sujets, c'est typiquement on sait depuis les années 70 et des gens comme Herbert Simon, qu'une des difficultés, c'est que même si la théorie dit qu'on devrait pouvoir avoir toute l'information pure et parfaite pour pouvoir décider, c'est jamais le cas. Et que quand on est face à une complexité qui ne fait qu'augmenter, il y a un déficit, il y a une difficulté de se dire mais comment on gère cette complexité alors qu'on se sent de plus en plus démuni et devoir décider avec de moins en moins d'informations qui seraient pourtant nécessaires pour prendre la bonne décision. Le deuxième sujet, c'est qu'on est confronté à des problèmes qu'on appelle de langue, mais on a dit langue et langage parce que c'est à la fois le fait qu'on est, pour un certain nombre des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont, dans des environnements internationaux qui vont super vite en juste à temps, mais c'est aussi des sujets où on est confronté à tout un tas de jargon, tout un tas de langues informatiques, tout un tas de contextes qui sont complexes ou hermétiques. Et puis enfin, il y a un troisième sujet sur lequel on essaye de revenir, c'est que on est dans un monde d'info-obésité et que tout le monde est submergé de mails, submergé de rapports, submergé de reporting à faire ou à éplucher. Et donc, la capacité à pouvoir maintenir le niveau de qualité ou de réponse alors qu'on est dans cette info-obésité, c'est une des raisons pour lesquelles l'IA peut aider. D'ailleurs, si tu passes à la planche suivante, c'est ça pour nous les trois grands axes. Le premier, c'est comment on augmente notre capacité à pouvoir faire des raisonnements et de la décision. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être mettre décision augmentée plutôt que rationalité augmentée. Ouais. C'est le fait d'avoir une forme de traducteur universel. Encore hier, c'est des trucs tout bêtes, mais j'avais besoin d'utiliser des visuels qui étaient dans une langue et j'aurais passé du temps. J'avais que en format image. J'ai demandé à l'IA de me retraduire et de me changer le format, et c'était fait en 2.2. Okay. Et je parlais encore avec des gens de ce groupe média ce matin qui m'expliquaient comment on prenait un PDF d'une publicité et on était capable de la transformer complètement en fonction des besoins pour l'animer en visuel, pour adapter le visuel à un autre type de format, etc. Et enfin, bibliothécaire de l'humanité, c'est le fait que clairement les IA sont très intéressantes dans le questionnement pour pouvoir échanger en disant qui s'est déjà posé ces questions-là et comment ils y ont répondu et c'est quoi les modèles mentaux. Enfin, si vous analysez ce qu'on trouve sur LinkedIn pour faire des bons prompts, vous saurez de quoi je parle. Ça marche, merci. Et donc, du coup, on s'est posé la question, après ce propos liminaire, sur, en fait, avant de parler de responsabilité, on parle déjà de quelles sont les questions qui vont se poser.
sur différents sujets lorsqu'on va intégrer de l'IA avec différents niveaux d'intégration. Je te laisse peut-être présenter cette première matrice ou ce premier tableau qui permet déjà de positionner quel type de questions, quel type de problématiques on va faire face. Donc, merci effectivement d'introduire notre tableau périodique de l'IA responsable. Donc, c'est un travail de recherche en fait qui a été mené en recherche collaborative depuis le début de l'année dernière. C'était une conférence travail de recherche qu'on a fait au Conseil économique et social durant le sommet de l'IA qui a eu lieu en février de l'année dernière à Paris. Avec tout un tas d'acteurs du monde de travail et de la recherche sur l'IA responsable, avec l'idée de se dire, bon, en fait, clairement, on n'est pas du tout dans les mêmes cas quand le déploiement d'un projet IA se fait avec des conséquences qui sont irréversibles, donc la case orange foncé qui est tout en haut, versus des impacts qui sont adaptatifs, évolutifs et finalement pas forcément qui n'ont pas nécessairement un risque élevé. Ou un impact très fort. Pardon? Ou un impact très fort. Ou un impact. Alors, il va être ressenti comme fort par la personne dans la chose qu'il gratte à l'instant, mais la transformation pour l'entreprise ou l'organisation dans son ensemble est peut-être minimum. Et puis, une nouvelle fois, le risque, c'est réversible. Voilà. Okay. Et puis, on s'est rendu compte dans tous les échanges qu'on avait, chacun venant avec sa casquette et ses expertises différentes, qu'en fait, il y avait au moins 6 manières, 6 grandes familles pour regarder la façon d'aborder ces sujets-là, que ce soit dans des bonnes pratiques ou par les contextes de s'approprier une IA responsable. Et avec tout ça, en fait, comment on fait? Donc, on a pris la métaphore d'un tableau périodique chimique en disant, finalement, on va juxtaposer un certain nombre d'éléments et d'activités ou de repères ensemble, de telle sorte de couvrir la totalité des angles dont on a besoin quand on a un souci de faire que la propagation et le déploiement de l'IA dans l'organisation se fassent de manière responsable, éthique et robuste finalement, puisque c'est ça le sujet, c'est que ça soit pérenne dans le temps pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, du coup, vous avez identifié 6 dimensions qui apparaissent en haut du tableau et qu'on va découvrir. Ok. Moi, j'avais une question à te poser. La différence entre un impact transformatif de l'IA ou une conséquence irréversible, est-ce que tu pourrais nous donner une illustration pour que les personnes qui nous écoutent puissent définir en fait un critère ou quelque chose qui distingue ces deux situations? Là, on est. Merci de me permettre de faire le teaser pour le prochain webinaire. Ouais. Là, on est exactement dans ce que j'introduisais tout au début en disant ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est tous les enjeux d'IA relationnel ou social. On est dans la partie complètement en haut. Aujourd'hui, avec l'IA agentique, on est en train de passer dans ce troisième stade qui est la partie impact transformatif. Alors que depuis que OpenAI a sorti ChatGPT, on était plutôt dans les deux parties du bas. Oui. Donc, on était plutôt à chercher, quand on était dans les améliorations de processus, on était plutôt tendance à chercher l'automatisation, à décomposer le processus en tâches basiques et à automatiser certaines. Maintenant, avec l'IA agentique, on commence vraiment à se rendre compte que c'est complètement sous-optimal de faire comme ça et qu'il faut plutôt faire des refontes de processus avec des simplifications de processus et avoir une approche systémique, voire des approches par des lignes en regardant les MUDA, les 5S, etc. Et là, on est clairement dans de l'impact transformatif. Hein. C'est ce qui se passe chez un certain nombre d'acteurs depuis 2025, mais on est vraiment au début de ces transformations dans les organisations qui vont prendre 2-3 ans. Et puis, on voit bien que les enjeux à la fois énergétiques et financiers autour des agents ralentissent ces transformations actuellement. Et ce qui commence déjà à arriver, c'est un certain nombre d'acteurs. Si vous prenez Workday, on en parlera peut-être dans un instant, considèrent aujourd'hui que ces architectures de conception, ils ont racheté plusieurs startups et un des sujets qu'ils ont, c'est notamment de se dire il faut qu'on puisse désormais analyser une organisation de manière complètement agnostique entre est-ce que c'est un agent IA qui a
qui a travaillé dans ce service-là pour faire tel et tel sujet, telle activité, ou est-ce que c'est des humains? Et en fait, on doit pouvoir faire travailler des collectifs humains et IA. Quand on est dans ce cas de figure-là, typiquement, on a basculé dans l'irréversible. On ne peut pas faire marche arrière. Si on retire l'IA, l'organisation s'écroule. Alors que dans le transformatif, on a simplifié les processus et on peut encore réfléchir différemment. D'accord, c'est plus clair. Merci beaucoup. Et donc, du coup, là, sur ce tableau périodique, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voici les questions qu'il faut déjà se poser en fonction du niveau d'intégration de l'IA, ou est-ce que l'IA est une clé de voûte, ou simplement est-ce que l'IA est un outil ponctuel qu'on utilise de temps en temps. Ça va générer en tout cas des questions et des problématiques qui vont être différentes. On arrive typiquement dans les débats, et nous, bien sûr qu'on a tendance à favoriser des discussions larges et participatives, et du reste, c'est un peu dans une des cases qui se trouve dans choix d'organisation ou dans ce qu'on appelle la citoyenneté d'entreprise. On a tendance à s'appuyer sur des outils comme Agora Citizen, qui sont des nouveaux outils qui permettent de faire de la discussion en hybride, à la fois avec des gens présents en salle et à distance, de manière synchrone ou asynchrone, enfin, avant, après, pendant, pour ces outils-là, ils intègrent de l'IA, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de faire des représentations dynamiques en fonction de comment les gens répondent à tel ou tel sujet et de se dire est-ce qu'on a plutôt un terreau favorable pour aller dans tel sens ou tel autre. Et nous, on considère que ça, une fois qu'on a fait tout ce travail d'identification des questionnements et des irritants, parce que pour nous, il faut partir d'irritants et pas juste de se dire bah, tiens, l'IA me permet des choses, je tente. C'est une autre approche, mais dans le monde pragmatique de l'entreprise, ce qu'on cherche avant tout, c'est améliorer par rapport à des choses qui grattent ou des impasses qu'on n'arrive pas à dépasser, à contourner. Et de ce point de vue-là, dans les choix d'organisation, si on descend les 4 grandes couleurs, on va commencer plutôt en bas et aujourd'hui, on va avoir des choix adaptatifs. Je ne sais pas comment je fais pour agrandir parce que pour moi, c'est pas très… Alors, je peux pas plus te Non, tu ne peux l'agrandir. pas m'aider. Je pas t'aider. vais essayer de le faire en regardant sur un autre écran rapidement. Pardon, parce que je vais offrir pas mon bon profil, mais j'en ai besoin pour pouvoir regarder. Parce que c'est écrit en Mais trop sur la petit partie pour du moi. choix adaptatif, c'est ça? Dans la partie adaptative sur les choix d'organisation? Dans la partie adaptatif, effectivement, en bas, l'idée, c'est qu'on va se retrouver à analyser ces tâches et à examiner, grâce à l'IA, d'autres façons de traiter sa tâche ou de l'automatiser. Et donc, on est beaucoup dans l'IA bureautique. Donc, je ne vais pas citer de nom de marque parce que je respecte les codes, mais je pense que tout le monde a en tête au moins 2 ou 3 grands IA bureautiques que les gens utilisent déjà beaucoup. Ensuite, on va avoir tout ce sujet des conséquences réversibles, et nous, on considère que là, ça doit être participatif. Notamment, on va le dire tout à l'heure sur le sujet de qu'est-ce qui est des cas IA interdits et comment on l'avait. C'était très important dans le débat qu'on avait eu au début de l'année dernière, justement pendant le sommet de l'IA, où pour pouvoir introduire l'IA de manière pérenne, il faut créer un climat de confiance. Et pour avoir un climat de confiance, il faut que les gens sachent que quand ils disent bah non, là c'est une ligne rouge, ce sera respecté. Et si je passe aux sujets qui vont au-dessus, on va parler de responsabilité tout à l'heure. Le sujet de l'explicabilité, il va avec. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ont du mal à se sentir responsables si ils ne peuvent qu'appuyer sur un bouton sans savoir comment le résultat a été produit. Et enfin, ces enjeux complètement au-dessus, si je vais dans les irréversibles, je pense qu'on a décrit tout à l'heure ce que ça voulait dire, les sujets Workday qui traitent de manière indifférenciée et qui permettent de faire des architectures d'organigrammes ou d'autorisation d'accès qui sont à la fois pour des humains et à la fois pour des agents IA. Pour des machines. Ok. Merci. Ce tableau, il est très complet. L'idée, c'est pas le parcourir intégralement, mais c'est en fait présenter toute la richesse des questions qui peuvent se poser en fonction donc du niveau d'intégration de l'outil et donc la supervision qui va être associée et donc aux dimensions, l'orga, la collaboration dans le travail, les données, etc. Donc merci. Classiquement, l'idée,
quand on est face à une situation, un projet, eh ben, on va avoir besoin de regarder probablement parmi ces 6 facettes. Bien On va sûr. avoir besoin de regarder un sujet d'orga, regarder la manière dont on va collaborer demain. Attention, sur les données privées, les entreprises y sont extrêmement, sensibles, soit sur les données des collaborateurs, sur les données, sensibles de l'entreprise qu'elles ne veulent pas voir fuiter. Et on va avoir les autres dimensions, qui sont plutôt avec des enjeux RH, et à explorer. Ça marche. Alors, on parle beaucoup, on est un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Il y avait une question, Christophe, c'est qu'en fait, on l'expliquait, il y a on parle donc, on va parler là de comment on supervise et on intègre du human in the loop. Mais en fait, il y a beaucoup de questions sur l'IA va nous remplacer. Il y a un peu cet esprit de doom, en fait, hein, pas les nihilistes, mais c'est un peu la fin du monde. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, notamment sur l'intégration du travail entre l'IA et les humains, c'est quoi les grands messages en fait que tu veux aussi nous faire passer à travers les dernières études? Bah, le premier grand message, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pousses au crime, qui ont un intérêt économique, qui souvent n'est pas évoqué, à ce que tout le monde prenne peur. Les études ont tendance globalement toutes à converger sur le fait qu'on n'est pas sur une apocalypse de l'emploi, Ok, comme c'est un verbatim du Bureau international du travail ok. dans ses études de la fin de l'année dernière, mais ça se confirme depuis le début de l'année. Et on est loin des études Osborne, etc., qui ont été amplement reprises et discutées. On a un deuxième sujet qui est qu'il y a besoin de renforcer la confiance, et que, en revanche, tout le monde commence à prendre conscience que c'est pas juste cosmétique à un niveau de quelques tâches bureautiques qui permettent de répondre automatiquement par mail, Mhm. même si c'est utile, hein, je vois bien l'enjeu, mais en revanche, que c'est vraiment transformatif du monde professionnel de demain, du moment qu'on passe par cet axe de confiance. Et ensuite, qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai gisement de transformation. Et alors, les uns parlent d'augmentation, mais en tout cas, il y a un sujet de réfléchir comment, de manière différenciée en fonction des cas d'usage et en fonction des personnes qui vont s'approprier l'IA, on va apporter des outils ou des systèmes qui seront pertinents pour rendre l'entreprise compétitive et en même temps garder l'humain au centre, et donc avoir des outils. C'est l'avantage de l'IA, c'est que ça peut être personnalisé, adapté, voire dynamique en fonction de comment la personne réagit. Parfait, parce que là, on va justement parler, on va aborder la seconde partie de notre webinaire, le fameux Human in the Loop. Et on va commencer par débriefer une question la seconde question de nos questions flash, pardon. Quelle est-elle? Alors, on vous a posé la question, pensez-vous que la logique du Human in the Loop s'explique systématiquement? Et ben en fait, on a quand même une majorité de réponses qui me disent ben oui, pour moi, le human in the loop, c'est un peu la figure imposée. Et une surprise de ton côté ou c'est quelque chose que tu vois généralement? Bah, c'est l'état, c'est la recommandation phare du moment, et j'aimerais bien qu'on arrive à la démystifier là aussi, On va, comme on l'a démystifié avant. oui. Et puis on avait posé une seconde question qui était, selon votre expérience, comment évaluez-vous justement la difficulté associée à chacune de ces propositions? Et on vous a posé cette question parce que justement, on va voir qu'en fonction du niveau d'intégration ou du niveau de complexité, il y a différentes solutions pour contrôler les résultats produits par l'IA. Alors, on vous avait posé la question, déléguer des tâches rébarbatives, déléguer des tâches complexes, pouvoir contrôler les résultats de l'IA en temps réel. Et puis, on a posé aussi une question, est-ce que pour vous, avoir de meilleures interactions avec vos collègues entre humains grâce à l'IA, c'est quelque chose qui vous semble plutôt simple ou plutôt compliqué, complexe, délicat à mettre en œuvre? Une réaction sur ces premiers résultats? Là encore, on voit la sagesse des foules, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ces résultats sont tout à fait représentatifs de ce que l'on constate dans les organisations aujourd'hui. Ok, On a bien, entre ces 4 questions, on retrouve bien l'étillage habituel de la manière dont les gens
considère que l'IA va être plus ou moins facile à déployer. Ça marche. Merci. Et donc, du coup, on revient hop, à notre présentation principale. Donc, on parlait de ce Human in the Loop. Donc là, vous nous avez déjà répondu. Merci à tous sur oui, a priori, le Human in the Loop, c'est la solution appropriée à tous les cas. En tout cas, c'est plus ou moins systématique. Et puis, le niveau de confiance sur la capacité à déléguer des tâches simples, rébarbatives ou complexes à l'IA. Hop. Et donc, du coup, ça, c'est lorsque j'ai découvert ce tableau, pour moi, c'était non pas une révélation, mais en tout cas, c'était un sujet, moi, qui m'apportait beaucoup de. C'était très structurant. Est-ce que tu peux un peu nous présenter la structure de ce tableau, d'où ça vient, en fait, et à quoi ça sert? Alors, ce Human in the Loop, le fait de laisser le choix de la décision finale à un humain pour savoir comment on va utiliser le résultat calculé par le système d'IA, c'est à la fois évidemment une idée qui paraît à la fois éthique et efficace. Malheureusement, ça résiste pas. Ça résiste pas pour deux raisons. Les systèmes d'IA générative étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec des milliards de paramètres et pas d'explicabilité, plus le fait qu'ils sont probabilistes et pas déterministes, fait que la plupart du temps, on est un peu pris au dépourvu quand il faut pouvoir dire oui ou pas, alors que Mhm. l'immense majorité enfin, d'ailleurs, il n'y a pas forcément, même si les IA font désormais semblant de raisonner, et c'est un des axes de recherche technologique aujourd'hui. Les premières versions sur lesquelles on travaillait, elles étaient quand même essentiellement genre, bah voilà, c'est ça le résultat. Et comment tu y arrives? Ah bah, C'est un peu la boîte noire, quoi. c'était la boîte noire complète. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre, et c'est de là d'où ça vient, puisque tu me posais la question, c'est le fait de dire comment on a essayé de contourner cette impasse. Le Mhm. premier sujet, c'est l'axe vertical. C'était de commencer par regarder, en fait, on va le contourner en regardant est-ce que c'est grave ou pas de savoir. Ok. Si c'est grave, ça veut dire que si j'applique de manière entre guillemets aveugle en faisant confiance à l'IA, je vais me retrouver à mettre l'entreprise ou l'organisation en difficulté. Si en revanche, il ne se passe pas grand-chose et que c'est rattrapable facilement, peut-être que ce n'est pas la peine que j'essaye de développer une usine à gaz pour essayer de m'assurer de comprendre comment le résultat de l'IA a été calculé. Donc, c'était une approche un peu par les risques, d'où cette échelle de C'était une risque. approche clairement par les risques. D'accord. Ok. Et cette approche par les risques, en fait, elle a été conjuguée avec une approche par, on va dire, le type de résultat qu'on essaye d'obtenir. Est-ce qu'on est dans de la volumétrie, de la puissance? Est-ce qu'on est plutôt dans de la précision et de la pertinence? Est-ce qu'on est plutôt dans s'assurer qu'on a besoin, parce qu'on a des obligations de conformité et qu'on ne peut pas déroger? Ou est-ce qu'on est plutôt dans aller chercher de la créativité, de la proactivité? Voilà. Et en fait, en fonction de ces critères-là qui ont été ajoutés, ça a délimité cette notion de dire human in the loop qui répondait en disant bah oui, toujours. En réalité, ça a fracturé la réponse en 16 réponses possibles Oui. et en disant que globalement, il y a quatre grands cas de figure. Des grands cas de figure où on se dit finalement, je peux laisser la main complète à l'IA Et c'est les cases vertes, en et fait, hein. c'est celles qui sont en vert. Donc, ok, Ou c'est simplement alors, un vas-y, je contrôle t'en prie. par exception, pardon. C'est ça, mais a priori, ce sont des tâches qui sont 100% automatisées, 100% déléguées à la machine. Et sur lequel on va en fait venir juste faire de l'audit de Oui, manière régulière pour faire du sondage et s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Sachant que quand je dis ça, il y a beaucoup de travail, de setup, d'ingénierie, d'architecture derrière. Hein. bien C'est sûr. pas genre je prends et je déploie en ayant fait 3 clics. Ensuite, il y a un sujet sur lequel, au contraire, on va plutôt, comment dire, regarder régulièrement. Ensuite, il y a un sujet donc, qui est plutôt en bleu. Ensuite, on va avoir un sujet plutôt en jaune, dans lequel on va avoir tendance à ce que ce soit l'humain qui ait La main, la main d'accord. et l'humain décide
Quand on est en bleu, en fait, il y a des tâches qui sont faites par l'IA, d'autres qui sont faites par l'humain, et on essaie de faire coïncider les deux. Quand c'est des tâches en jaune, on essaie plutôt que ce soit l'humain qui décide quand il va décider, quand il va choisir que l'IA intervienne. Et quand on est dans les tâches en rouge, on va dire, là, pour le coup, c'est forcément une validation humaine, forcément, on va chercher de l'explicabilité, et donc, on est dans quelque chose où on ne peut pas se permettre donc, typiquement, dans le monde de l'agentique aujourd'hui, on est, on, est, on est à la limite de ce que l'agentique est capable de faire. Et la plupart des organisations avec lesquelles on travaille disent à quel point c'est complexe, Mhm. surtout quand il faut commencer à faire agir plusieurs agents IA entre eux. Parce que invariablement, là, on commence à rentrer dans cette zone d'irréversibilité euh, Bien sûr. qui pose problème. Donc, en fait, pour résumer, une approche basée sur les risques, hein, Oui, euh, assez classique, avec 4 dimensions exploitées qui sont, en fait, c'est la dimension, qu'est-ce qu'on veut optimiser? Est-ce qu'on veut accélérer, enfin, augmenter les volumes ou la vitesse? Est-ce qu'on veut travailler sur la précision? Est-ce que, au contraire, on veut optimiser la conformité, la gestion des exceptions, l'identification et la gestion des exceptions, ou au contraire, l'innovation et la création? Et donc, pour chacune de ces configurations, on a quatre niveaux de contrôle, ou en tout cas d'interaction de machine qui sont différents. 4 niveaux de supervision différents. Est-ce que OK. tu veux, est-ce que tu veux Oui. traiter la demande qui est dans le commentaire? On la fera dans 5 minutes, je vous propose, dans quelques instants. OK. Ça marche. Donc, hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en fonction de ce sur quoi l'effet, on va dire pas l'effet de productivité, mais en tout cas l'effet d'efficience qu'on veut travailler, volume, vitesse, qualité, etc., on va avoir donc un niveau d'appétence au risque et donc des niveaux de contrôle et de supervision qui vont varier. OK. Alors, lorsqu'on a discuté aussi, on se disait, bah, il y a du human in the loop, mais tu m'as répondu, bah, en fait, il n'y a pas que du human, il y a aussi des humans. Il y a du collectif. Parce que c'est vrai on parle souvent d'IA à travers une dimension, on va dire, individuelle, le collaborateur, alors qu'en fait, dans les organisations, on a des collectifs de travail. Oui, effectivement, c'était un peu le clin d'œil. On en a parlé quand on a commencé à discuter du tableau périodique tout à l'heure. Euh, Effectivement, le sujet de l'agentique ou les sujets des transformations, pardon, des déploiements d'IA qui sont soit transformatifs, soit même irréversibles, pour le coup, on passe par de la systémique, on passe par de l'organisation collective. Et donc, ça renvoie à d'autres types de discussions. Alors, il y a eu tout un débat qui est jamais complètement tranché, mais qui commence à se clarifier sur comment on fait du dialogue social autour des sujets d'IA, et donc de comment on va formellement discuter entre partenaires sociaux du déploiement d'un projet d'IA dans l'entreprise. C'est important. Ça déclenche aussi complètement d'autres débats. Un premier débat qui est le dialogue professionnel, ça va faire écho, ce sera une partie de la réponse aux commentaires, qui est de se dire, en fait, on doit discuter sur les situations de travail concrètement, et on voit que ces collectifs de travail, ces organisations de travail dans les services, ou ces interdépendances entre services qui sont transformées. Et puis, ça introduit un certain nombre de sujets éthiques. J'en prends un. J'avais deux entreprises qui, quelque part, se sont répondues sans le savoir. La première, qui travaille dans le domaine de la santé, qui déployait un agent. Alors, j'ai osé dire Workday tout à l'heure, je vais oser dire Salesforce, parce que comme ça, Mhm. pour montrer qu'on n'est pas en train de parler de cas Ils n'ont pas de solution. On n'est pas là pour ça, ouais. voilà, mais on n'est pas non plus en train de parler de cas théoriques. Et donc, c'était du support à un call center. Évidemment, pour pouvoir faire un support de qualité à un call center, il faut pouvoir remonter des fiches qui font remonter les fiches du client, qui font au cours de la discussion remonter des scripts de proposition de meilleures réponses, ou les différents documents de référence qui vont être poussés aux clients dans la suite de la discussion. Et pour que ça soit possible, bah, l'IA écoute la conversation. J'ai eu un cas dans lequel, en fait, dont le débat éthique a eu lieu, et ce débat éthique a conduit à une décision qui a été de se dire,
on log les recos de l'IA, mais on ne log pas la transcription de la conversation entre le salarié, la salariée et le client, quand bien même le client a été notifié que Mhm. la conversation peut être écoutée pour des raisons d'audit et de qualité. De l'autre côté, pas de débat concerté et décision descendante de la conformité disant « Ah non, mais moi, je veux pouvoir garder une trace, je suis le seul à pouvoir y accéder, mais je veux, pour des questions de conformité, voire disciplinaires, pouvoir avoir accès à cette conversation. » Alors que nous, on dit « Attention, la conformité au règlement d'IA et à sa transcription dans la loi française n'est peut-être pas assurée dans ce cas de figure. » Ok. Donc, je regarde le timing, mais ça veut dire que pour résumer, en fait, il y a les activités, il y a les processus, il y a la supervision et le contrôle des décisions. Mais ça, une fois qu'on quitte les processus métiers et les chaînes de valeur, ben, en fait, il y a toute l'organisation du travail et il y a tout le collectif de travail. Et donc, ce que je retiens, en fait, c'est qu'il y a à la fois des discussions sur, tu disais, le dialogue professionnel sur l'IA et le travail et comment les pratiques évoluent. Il y a cet échange sur l'IA et l'éthique dont tu parlais il y a quelques instants. Et puis, il y a le sujet du dialogue social, j'imagine, effectivement, qui est nécessaire lorsque l'IA impacte fortement les organisations, notamment en remodelant les modèles d'affaires ou tout simplement l'organisation des métiers et des équipes. C'est ça. Et les sujets typiquement de comment on travaille avec l'embarquement, enfin le recrutement et l'embarquement des plus jeunes, Oui. ça fait partie de on va le regarder dans ces 3 axes-là. Ok, ben, peut-être que on peut déjà regarder la question d'Élodie, si ça te va. Je pense que ce serait bien. Une des Oui, dis-moi. pour Élodie, en fait, il y a plusieurs réponses. La première, Ah, c'est que j'affiche la question, j'ai le lien. Aujourd'hui, il existe une forte tentation de remplacer les juniors et les alternants dans des secteurs comme la com, le conseil, par exemple. Un article des Échos ce matin aborde la mise en garde des DRH de Deloitte. Se priver d'une génération de juniors pour la remplacer par l'IA serait une erreur stratégique majeure pour l'audit et le conseil. Alors, question d'Élodie, comment on résiste à ça ou comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? deux grandes pistes. Il y en a plein, mais j'en donne Oui, 2 parce qu'on est pris par le temps. Premier sujet, c'est de dire que parfois, une des difficultés, c'est on se dit qu'on peut remplacer, on se dit que les juniors sont pas assez productifs, efficaces, euh, rapidement, et que on peut et donc on cherche aussi à faire passer par de l'IA des choses en se disant ça ira plus vite. oui, ce sera Euh, moins cher. Ce sera plus vite, ça ira plus vite, ce sera moins cher. Donc, première piste, c'est qu'on voit que malheureusement, ce n'est pas une piste suivie par beaucoup d'entreprises et j'ai pas de cas, enfin, si j'ai un cas connu, mais malheureusement, il n'est que unique. C'est le fait de se dire comment je suis capable, si je me dis j'ai une phase d'intégration qui dure, mettons, 6 mois ou 1 an ou 2, typiquement dans la communication et le conseil, qui sont des domaines que je connais bien, il y a tout ce travail d'avoir une autonomie rapide et de plus passer, ou en tout cas de passer moins de temps par le compagnonnage qui était la méthode classique. Et ben, typiquement, des IA compagnons qui font de l'IA compagnonnage et qui permettent d'accélérer beaucoup plus vite pour diviser par 2 la phase d'intégration et d'onboarding, pour prendre les mots du jargon RH. Euh, c'est une des pistes. La deuxième piste, qui n'a absolument rien à voir, c'est de ne pas renoncer sur le fait et d'accepter qu'effectivement, c'est des pistes de SN, par exemple, de sociétés de développement et de services numériques. C'est d'accepter qu'il y ait du vibe coding, donc d'accepter que les parcours de j'étais stagiaire, puis jeune développeur junior, puis développeur senior, puis architecte ou expert métier ou expert techno étaient les parcours classiques. Ben, c'est d'accepter de faire différemment. Aujourd'hui, j'ai 2 cas en tête de sociétés de services informatiques qui disent en fait on change complètement la manière de faire. On incite nos juniors, on recrute nos juniors, mais on sait qu'ils ne vont pas passer par cette échelle-là. On les incite à vibe coder. On crée des univers d'accélération par la première phase dont j'ai parlé pour leur permettre de passer le vibe coding le plus vite possible, y compris en s'assurant auprès des écoles qu'elles enseignent le vibe coding. Mais en revanche,
à partir du moment où on a du vibe coding, on les aide à passer tout de suite dans l'analyse du code, la documentation du code, le contrôle cybersécurité du code. Et du coup, les juniors, ils deviennent pas développeurs seniors, ils basculent directement dans les cellules de sécurité. Et une fois qu'ils sont bons en sécurité, là, ils deviennent experts de développeurs seniors où ils basculent dans un autre univers qui est comment je fais l'architecture du système d'information. Et donc, en D'accord. fait, ce qu'on voit, c'est que la manière de faire rentrer les juniors aujourd'hui, c'est simplement que les parcours internes vont être complètement différents, que les onboarding vont être complètement différents, et on va s'approprier le fait qu'une partie du sujet de ce qu'ils faisaient, qu'on leur aurait donné naturellement, va être fait par l'IA pour leur permettre d'accélérer beaucoup plus vite sur d'autres sujets et ne pas leur faire faire un certain nombre de points qui étaient leur phase d'apprentissage, sachant que, et je terminerai là-dessus, il y a un point très très important, c'est que l'humain apprend par l'échec et pas par la réussite. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on a ces parcours-là, ils ont toujours en tête un sujet RH et un sujet managérial, de confronter les jeunes à un certain nombre de choses où ça va les gratter, ce sera complexe, ils n'y arriveront pas tout de suite, Oui. parce que c'est comme ça qu'ils vont retenir et c'est comme ça qu'ils vont s'améliorer. Ok. Donc c'est un parcours complètement différent, mais en accélérant certaines étapes pour aller plus rapidement sur d'autres et Et développer en après déplaçant, d'autres voilà, compétences. et Super. en acceptant que l'IA va effectivement remplacer un certain nombre des activités que traditionnellement dans un parcours de junior, on avait prévu. Ça marche. Quelques en dire après en fait quel message tu as envie de faire passer pour conclure ce webinaire en fait. Bah, le message pour moi, enfin pour nous dans l'asso, Non, le ouais, plus important, c'est d'appliquer le bon discernement. ouais. Et ça passe par des métriques, ça passe par des référentiels. Il y a un certain nombre de collectifs sur l'IA responsable que je vous conseille. On pourra peut-être en mettre un certain nombre en Un commentaire commentaire après, ouais. du replay. Et qui propose des cadres de référence pour appliquer un bon discernement, soit pour soi, pour ne pas faire du vibe coding naïf. Oui. Dans les discussions que j'avais ce matin, typiquement, c'était le vibe coding est à la fois magique et en même temps ultra dangereux. Et donc, il y a un vrai sujet d'en avoir conscience. Le sujet du discernement collectif, c'est notamment le fait de se retrouver à choisir des déploiements IA parce qu'on en a besoin et non pas parce que c'est le plus facile. Et typiquement, on le voit aujourd'hui, ça passe par, là encore, des référentiels qu'on pourra évoquer. J'en ai parlé tout à l'heure sur des trucs tout bêtes et que tout le monde connaît depuis très longtemps. Enfin, tout bête, c'est pas bête du tout. Le lean management, qui sont des méthodes un peu rigoureuses d'analyse de comment on peut faire de l'amélioration des irritants ou de la non-qualité ou de la non-valeur ajoutée, ça dépend des points de vue, pour j'ai vu le nouveau commentaire. Et donc ça, ce discernement-là, c'est une manière de se protéger tout en bénéficiant de l'apport fantastique que l'IA peut générer dans les transformations des organisations. Mm. On parlait des indicateurs pour terminer. On s'est dit, mais en fait, on parle supervision, contrôle, comment l'humain travaille avec cette zone de recouvrement, comment l'humain travaille avec l'IA. Et en fait, ont émergé de nos échanges et puis aussi de ta proposition trois grandes familles d'indicateurs. Est-ce que tu peux nous les partager? Première grande famille, le degré de collaboration. Euh, il peut s'exprimer de plein de manières différentes et chaque culture d'entreprise ou culture d'organisation est légitime à le métaboliser ou à se l'approprier dans ce qui fait sens pour les uns les autres, euh, en essayant d'éviter de le dire de choses de manière simple. On va vers des équipes et à chaque fois qu'on utilise les IA aujourd'hui, en réalité, on met du mixte entre une IA et de l'humain. Donc, c'est comment on examine cette collaboration pour qu'elle soit vertueuse et comment il y a un travail qui est vraiment formalisé
et débattu et discuté sur qu'est-ce qui doit rester critique pour être humain, pour être confié à l'humain, et qu'est-ce que l'humain, ce dont l'humain a besoin pour pouvoir exercer cette responsabilité critique qui lui est confiée. La deuxième grande famille, c'est vraiment le fait de se dire que on essaye de nous faire croire, la tech essaye de nous faire croire que je pose une question, j'ai une réponse, alors que la puissance de l'IA, elle est surtout dans je pose une mauvaise question ou je ne sais pas quelle est la bonne question, et donc du coup, c'est comment l'IA me met au contact de toute une bibliothèque plus belle que la bibliothèque du Congrès américain, de toutes les possibilités humaines qui ont été examinées, de toute la recherche dans toutes ces dimensions et ces disciplines, pour pouvoir mieux comprendre comment je devrais poser ma question. Et en faisant ça, je vais généralement être plus assertif, plus pertinent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à voir des entreprises qui répondent à des appels d'offres. C'est un des cas emblématiques du déploiement de l'IA aujourd'hui, et qui sont capables de dire avant, je devais répondre à un cahier des charges de 500 points, maintenant il y en a 10 000, j'y arrive quand même. Avant, je devais répondre à un cahier des charges en 2 mois, maintenant il me demande de le faire en 3 semaines, j'y arrive quand même. Et ensuite, la troisième grande famille, c'est notamment notre axe de recherche dont je parlais tout au début, des neurodroits. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui monte très fort et qui se cumule avec le fait que la santé mentale est devenue, l'OMS l'a dit encore, l'Organisation mondiale de la santé, elle l'a dit encore récemment, que c'était devenu la première cause mondiale dans les suites de la Covid. Aujourd'hui, il y a un enjeu psychosocial très fort pour équilibrer la charge mentale. Donc, cette notion de dire je retire la basse valeur ajoutée, oui, mais il faut que ça reste compatible avec ce que les humains peuvent endurer dans une journée de travail. Et puis, la partie autonomie cognitive qui devient absolument déterminante aujourd'hui et qu'il faut surveiller. Et ça fait partie que ce soit dans le monde de l'éducation pour les étudiants qui utilisent ou les écoliers qui étudient avec de l'IA, ou dans le monde du travail, il y a ce sujet de pas avoir de perte cognitive dans l'usage à l'IA est devenu un des risques majeurs aujourd'hui. Il y a la fatigue IA qu'on évoque avec l'intensification des charges, en tout cas des rythmes et du travail cognitif. Ouais. Oui, et puis le fait de perdre de la masse. Souvent, on fait la référence au fait de dire je marche plus parce que j'ai un boulot sédentaire et du coup j'ai mal au dos, j'ai une perte, j'ai tendance à grossir, j'ai une perte de masse musculaire, etc., ou de souplesse. Il se passe la même chose avec l'IA. Quand je ne fais plus travailler suffisamment mes capacités cognitives, petit à petit, elles ont tendance à s'amoindrir. La littérature fait déjà état de premières observations assez fortes. Beaucoup. Ouais. Donc, la solution, c'est pas se substituer, c'est plus faire que de l'humain ou alors que de l'IA, c'est comment associer le mieux. Le meilleur des deux. Le meilleur des deux, c'est ça en fait. C'est ça. Et de manière réfléchie en fonction de toutes les grilles d'analyse qu'on a partagées ce matin. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'il y a… Alors, en conclusion, 3 messages. Je crois qu'on l'a pour conclure. Je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas encore à poser vos questions dans le commentaire, dans le champ commentaire sur LinkedIn. On y répondra. Les 3 messages clés à retenir, Christophe, qu'on a préparés ensemble. Donc, l'IA, c'est magique, mais c'est encore plus magique quand ça répond à des vrais problèmes. C'est ça. Donc, premier sujet, c'est quoi vos pain points? C'est quoi les irritants dans votre organisation? Si vous aviez la baguette magique et pour les résoudre, ce serait quoi les irritants que vous voudriez résoudre? Et là, ensuite, on se pose la question de est-ce que l'IA, c'est la bonne baguette magique, pour ça? Sachant qu'il faut réfléchir à ces 4 choix en fonction du niveau de risque pour équilibrer de la bonne manière. J'ai de la complexité, comment je la gère? Je dois garder ma responsabilité, comment ça reste possible? Et ça, c'est la fameuse matrice, la seconde matrice qu'on a vue, c'est-à-dire en termes du niveau de risque avec les 4 niveaux de contrôle, en tout cas de supervision.
Et les human in the loop, qui est le troisième point, c'est parfois cette responsabilité elle est portée par des individus, parfois elle est portée collectivement. Et ça, c'est la première matrice, c'est celle du tableau périodique. On va chercher à répondre en construisant ensemble une démarche Et projet et démarche de déploiement ou de change, la façon d'y arriver de la meilleure manière, en s'assurant que l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise, mais aussi avec les parties prenantes externes, hein, il y a un certain nombre de clients ou de fournisseurs qu'on va généralement associer, vont pouvoir, bien sûr, il y a toute la partie réglementaire et pouvoir public qui va être associée. merci beaucoup, Christophe. Je regarde l'heure, on est un peu dépassé, mais c'était passionnant. Puis je pense qu'il fallait prendre un peu de temps pour parler de tout ça. Est-ce que je regarde notre flux? On n'a pas de nouvelles questions. Merci Elodie pour ta première question. Eh bien, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, le plus important et Anthrope vous remercie. On peut vous retrouver sur quel site, te retrouver sur quel site, Christophe? Sur LinkedIn? Le plus important.org. D'accord, tout simplement. On a mis un petit QR Le code QR qui... code est là, il suffit de prendre en photo le QR code avec son téléphone et ça sera redirigé directement sur le plus important.org. D'accord. Et on va retrouver ce fameux livre blanc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est l'IA responsable au travail. C'est ça. Ben, super. Eh bien, écoutez, merci Avec à... grand plaisir pour vous y Ouais, retrouver et pour que vous fassiez enrichir ce travail qui est en permanence dans l'amélioration avec nous. top. Merci à nouveau, Christophe, pour ta disponibilité, ton temps aujourd'hui et la clarté de tes explications et ces deux matrices que moi j'ai trouvées et tes éclairages qui sont hyper importants pour justement structurer qu'est-ce que ça veut dire transformer une entreprise avec de l'IA et les sujets associés. Merci à tous. On vous Merci souhaite une beaucoup. Merci à très toutes et bonne tous. journée. Merci. Au revoir.